il est 18 heures, donc je vous propose de démarrer cette table ronde. Donc je vais l'introduire. Donc je suis Christine Coutan, je suis cofondatrice d'Askengate by Arancy et je suis ravie de vous accueillir ce soir à l'occasion de ce nouvel événement qui est exceptionnel et exclusif à plus d'un titre, puisqu'il s'agit pour nous de notre première table ronde, et puis parce que j'ai le plaisir d'y accueillir trois invités prestigieux. Et oui, Daniel Linhart, sociologue du travail, François Dupuis, sociologue des organisations, et Laurent Giraud, professeur agrégé. Et nous avons 1 heure et demie ensemble, au cours de laquelle cette table ronde va permettre de débattre autour d'une question qui fait suite à 2 ans de crise sanitaire et finalement qui est: quelle place pour les managers dans les entreprises aujourd'hui? Voilà, donc avant de donner la parole à nos invités pour qu'ils se présentent, je tiens d'abord à les remercier au nom de toute l'équipe Ask Get d'avoir répondu présent à notre invitation. Alors, pour la petite histoire, effectivement, j'avais déjà le plaisir d'avoir rencontré à travers une interview pour notre magazine Enjoy Daniel Linhart en 2020. Et puis Laurent Giraud, c'était pour un podcast l'année dernière. En ce qui concerne François Dupuis, je vous connais à travers vos ouvrages. Et donc, c'est l'idée de confronter ces différents points de vue, mais des points de vue très complémentaires autour de la question. Voilà. Alors, pour ce qui est de votre présentation, je vous ai dit, c'est un exercice de style que je vous demande ce soir, qui est de vous présenter en 2 à 3 minutes chacun à nos participants, s'ils ne vous connaissent pas encore. Et honneur aux dames, je vais proposer à Daniel Linhart de démarrer. Et voilà, ce que vous pouvez nous dire en tout cas de votre action et votre activité actuelle, et puis éventuellement de vos travaux essentiels. Bon, alors je m'appelle donc Danielle Linhart, je suis directrice de recherche émérite au CNRS et je fais partie d'un laboratoire qui se nomme CRESPA, dans une équipe CRESPA, qui veut dire Centre de recherche en sociologie et politique de Paris, et je fais plus particulièrement partie d'une équipe qui s'appelle GTM, Genre, Travail et Mobilité. Je suis donc sociologue du travail et ma pratique de recherche consiste essentiellement en recherche de terrain, c'est-à-dire que je vais enquêter surtout à partir d'observations et d'entretiens qualitatifs au sein des entreprises, auprès des travailleurs, quelle que soit leur catégorie, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Voilà, je pense être plus particulièrement intéressée par la dimension qu'on appelle de déconstruction, puisque pour moi la sociologie est aussi une discipline qui permet de déconstruire la réalité pour en analyser la manière dont elle a été socialement, historiquement construite. Et donc, je fais plutôt partie de ce qu'on peut appeler une démarche critique du monde du travail. Voilà. Merci beaucoup, ça me semble assez clair et en si peu de temps, je vous remercie. François Dupuis, je vous laisse la parole. Donc François Dupuis, bien, moi je suis sociologue des organisations et d'ailleurs pour bien préciser, j'ai commencé ma carrière pendant 15 ans à peu près je crois, au CNRS dans le laboratoire de Michel Crozier, au Centre de sociologie des organisations. Voilà, et j'ai gardé dans mes approches cette filiation très, très forte puisque finalement extrêmement marquée. Donc, j'ai essentiellement aujourd'hui deux activités. Une première activité qui est une activité d'enseignement que je continue, que j'ai pratiquée à la fois sur le campus de l'INSEAD et que je continue à pratiquer sur le campus de l'INSEAD, pour ceux qui connaissent ce qu'est l'INSEAD, et que j'ai pratiqué, continue un peu à pratiquer aux États-Unis aussi. Et puis, j'ai une deuxième activité qui est une activité que je vais qualifier de conseil, d'études et de conseil, que, avec le temps, j'essaye de tourner dans un sens bien précis, qui est de montrer ce que peut être l'apport des sciences sociales euh, au niveau des entreprises. Puisque par rapport à ce que disait Daniel, moi je travaille beaucoup plus pour le secteur marchand que pour le secteur administratif, alors que mes premiers livres, je les ai écrits sur le secteur administratif.
Et encore une fois, si j'avais un de mes militantismes à décrire, je suis un militant des sciences sociales. Voilà. Merci beaucoup, François Dupuis, pour cette présentation. Et je cède la parole à Laurent Giraud. Merci Christine, merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être là parmi vous et de pouvoir discuter avec Daniel et François, que j'ai aussi adoré lire par ailleurs. Donc moi, je suis professeur agrégé des universités à l'IAE Savoie-Mont-Blanc, où je suis nommé là récemment. Donc je suis spécialiste de ce qu'on appelle les sciences de gestion et qui sont aussi, on va dire, une perspective intéressante pour comprendre ce qui se passe au sein des organisations. Donc ma spécialité, c'est la gestion des ressources humaines et la gestion du changement organisationnel, des disciplines sur lesquelles je travaille beaucoup, notamment avec des doctorants. Voilà, donc j'ai bien sûr une activité de recherche, mais aussi d'enseignement, et puis finalement aussi d'intervention dans les organisations, un peu comme François au moins. Par exemple, c'est ce qui m'emmène à intervenir dans les hôpitaux et ce qui explique ben voilà, le paysage que vous voyez derrière moi. Là, je suis, comme je vous l'ai dit, sur l'île de la Réunion pour former les médecins qui ont besoin aussi d'assistance finalement pour la gestion d'équipe, gestion du changement, et qui, eux, se retrouvent managers également dans des entreprises, enfin, on va dire dans des organisations, pas des entreprises bien spécifiques que sont les établissements hospitaliers, par exemple. Mmh. Voilà, donc je prendrai peut-être des éléments de cet environnement-là. Je travaille aussi avec les entreprises privées selon, on va dire, les opportunités de recherche et d'intervention qui se présentent. Ok, merci beaucoup. Merci à vous trois. Et je n'ai pas forcément précisé, mais il y a quand même une exclusivité que vous m'avez donnée la fois dernière, qui est la première fois que vous vous retrouvez tous les trois à intervenir simultanément dans une table ronde. Tout à fait. Voilà, donc c'est formidable. Je suis ravie effectivement de bénéficier de cette opportunité au regard de vos travaux et de votre expertise. Alors, pour juste introduire un petit peu plus à nos participants la nature du programme de ce soir, je vais juste faire un petit rappel du contexte dans lequel s'est posée cette question, hein, de la place du manager dans les entreprises aujourd'hui, en revenant sur la situation actuelle et ce que nous, on a pu observer, ce qui fait qu'aujourd'hui, Askengate vous propose ce thème. Évidemment, ensuite, je céderai la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent faire des partages autour de cette thématique. L'objectif étant d'essayer d'approcher au maximum des éléments de réponse à cette question. Et puis, eh bien, pour nos participants qui sont un peu en dehors, néanmoins présents, il y aura un temps de questions-réponses qui vous sera dédié vers la fin de cette table ronde. Et donc, je vais vous inviter au fil de l'eau, tout au long de la table ronde, à poser vos questions dans la zone soit de discussion, soit la zone spécifique questions-réponses. Et puis, nous y reviendrons à la fin avec nos invités pour qu'ils puissent éventuellement compléter et intervenir par rapport à vos questions. Et puis, on terminera par une conclusion avec une synthèse des points de vue, des réflexions abordées par nos invités. Voilà pour ce qui est de notre programme pendant cette heure et demie. Alors, je reviens effectivement sur ce point. Et d'où sort cette thématique de la table ronde? Pour ça, je vais faire juste un très court arrêt sur image. En fait, à Skengate, nous accompagnons le développement des compétences managériales et l'autonomie des managers en entreprise. Et à cet égard, nous mettons en relation des managers experts de notre réseau avec des managers d'équipe ou de projet. L'idée étant de leur permettre, à travers différents éléments de conseil ou d'échange, eh bien, de parcourir un peu leur contexte et leurs besoins. Et à l'occasion de ces échanges, eh bien, on a détecté qu'il y avait véritablement des effets contextuels puissants chez les managers et que ces effets contextuels faisaient émerger des éléments de questionnement. Alors, ces éléments contextuels, quels sont-ils pour les managers en particulier, mais pour tous les autres travailleurs, salariés ou autres? Ben, évidemment, cette crise sanitaire qui nous affecte, qui nous a affectés pendant plus de 2 ans. Et j'ai mis dans cette petite roue crantée également crise avec un potentiel S, puisque évidemment, il n'y a pas que la crise Covid, il y a les crises politiques, il y a voilà, crise climatique. Bref, tout cela exerce des pressions externes sur les marchés, les clients, la concurrence ou l'opinion publique, et par effet ricochet, et des pressions internes au niveau des entreprises. Un exemple de ces pressions, c'est par exemple la mise en œuvre avec la crise sanitaire d'une nouvelle organisation du travail,
Ça se poursuit puisque pas mal de professionnels aujourd'hui travaillent en mode hybride, à la fois télétravail et présentiel. On voit aussi la mise en place d'un travail en flex-office, donc la possibilité pour un collaborateur de l'entreprise de s'installer à n'importe quel endroit de son entreprise pour y travailler. On a également vu ces dernières années une digitalisation à marche forcée avec justement la survenue de cette crise Covid, qui a contribué aussi à l'explosion du développement des outils à base d'intelligence artificielle. Puis on nous annonce déjà la révolution du métavers. Et puis il y a des impacts géopolitiques et sociaux, et tout ça, ce sont des facteurs d'accélération des transformations organisationnelles dans les entreprises. Alors, nous, au niveau d'Askengate, ce qu'on a pu percevoir, en tout cas, c'est qu'il y a un impact direct de tout ce qui s'est vécu ces dernières années au niveau des managers, à tous les niveaux managériaux, que ce soit de proximité, intermédiaire ou exécutive, avec notamment pour eux de nouvelles attentes de la part des entreprises ou des collaborateurs. Donc là, j'en ai mis quelques exemples, mais ça peut être, voilà, on a besoin de plus de sens au travail. Pour les managers, on attend qu'ils aient une meilleure capacité de délégation, ou alors, pour les entreprises, un accompagnement des collaborateurs. Pour les managers eux-mêmes, il y a une véritable exigence d'adaptation et d'adaptation de leur management à de nombreuses contraintes. Donc, par exemple, et ça, ce sont des questions qu'on a pu détecter, comment réintégrer l'entreprise et les équipes au sein de l'entreprise après 2 ans de télétravail? Comment déléguer à distance? Comment gérer des projets transverses avec des acteurs potentiellement dispersés? Et puis, troisième facteur qu'on a pu relever, c'est une forme de souffrance au travail. Alors, j'ai mis ce souffrance entre guillemets parce que je vais inviter évidemment nos 3 intervenants à définir aussi ce que c'est que cette notion de souffrance au travail, mais ce qui a pu se traduire par un retrait du travail, une désespérance sociale ou des problèmes psychosociaux. On entend beaucoup parler ces derniers mois, notamment, de la grande démission dans les pays anglo-saxons. Et donc, l'idée sera peut-être aussi de revenir sur ces points avec vous. Qu'est-ce qu'il en est de la situation des managers en France et des collaborateurs également? Voilà. Donc, tout ça, ça a amené une question clé qui est finalement, pour les managers, quelle est ma place dans l'entreprise aujourd'hui? Alors même que tout un tas d'informations m'arrivent. La hiérarchie qui tend à me chanter dans les prises de décision, le sentiment pour certains que les équipes leur échappent parce qu'elles ont évolué en relative autonomie pendant plus de 2 ans. Pour d'autres, la hiérarchie attend des résultats et de la performance quand les collaborateurs attendent plutôt du sens. Certains nous disent également, je dois faire plus avec toujours moins, ou alors je n'ai pas d'objectif moyen-long terme pour organiser mon travail et celui de mon équipe et nous projeter collectivement vers l'avenir. Donc voilà tous les éléments, nous, qu'on a pu relever et puis on met dans le pot aujourd'hui pour le démarrage de cette table ronde. Et à ce titre, je vais commencer par une première question. Alors, je vais l'adresser à Daniel Linhart, mais possibilité évidemment de rebondir pour François Dupuis et Laurent Giraud également. La première question que j'aimerais vous poser, c'est finalement, Daniel, quelle serait votre définition du manager ou des managers d'aujourd'hui, et cela en droite ligne avec le contexte et puis l'histoire des managers? Oui, alors c'est une question complexe, mais bon, il faut bien la prendre par un bout. Moi, je dirais que ce qui caractérise le management à l'heure actuelle, c'est sa position euh, sans cesse questionnée. Ce qui n'était pas tellement le cas si on prend l'exemple des 30 Glorieuses, hein, où les cadres étaient considérés comme un salariat de confiance, ils étaient résolument associés à la direction, avaient une certaine autorité, légitimité, pouvoir. Je dirais qu'à l'heure actuelle, ce qui caractérise le management, c'est d'être eux-mêmes soumis à une forme d'organisation du travail qui est pleine de paradoxes, pleine de tensions, puisque pour résumer très, très brièvement, voire presque caricaturalement, on pourrait dire que d'un côté, il y a la nécessité pour les managers de sursolliciter
la subjectivité des salariés, en leur promettant de la reconnaissance, en leur promettant de l'autonomie, en leur demandant de s'exprimer dans le travail, de savoir s'adapter, d'être résilient, etc., etc. Donc, un aspect effectivement presque narcissique, où la personne est enrôlée totalement, et d'un autre côté, une organisation du travail qui continue d'être profondément inspirée par les principes tayloriens, c'est-à-dire avec toute une gamme de procédures, de protocoles, de process, de méthodologies, de reporting, de best practices, qui en réalité cadrent de façon extrêmement serrée, détaillée le travail de tous les salariés. Et eux, ils sont censés, dans cette tension et ce paradoxe, trouver les moyens de mobiliser les salariés pour qu'ils acceptent de se réaliser ou d'avoir la tentation de prouver qui ils sont et de viser l'excellence dans le cadre d'un travail qui est extrêmement contraignant et qui leur laisse relativement peu d'autonomie. Alors ça, c'est quelque chose qui est très difficile. Le management, par ailleurs, ça c'est un premier point, donc leur travail est extrêmement difficile. Le deuxième point, c'est qu'ils sont très associés à la souffrance. Au travail que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on parle de stress, on parle de pression, on parle de harcèlement, on parle d'objectifs surdimensionnés. Donc, effectivement, tout cela vient de la part des managers qui sont en situation de demander toujours plus à leurs collaborateurs et eux-mêmes n'ont pas les marges de manœuvre pour essayer de négocier ce qui doit être demandé aux équipes et les moyens qui sont affectés aux équipes pour atteindre leurs objectifs. Donc ça, c'est aussi un deuxième point difficile. Le troisième, c'est on remet en question la nécessité de leur rôle. Sont-ils absolument nécessaires? Alors, le télétravail, effectivement, comme les nouvelles technologies, la numérisation de plus en plus grande, montrent qu'on peut très bien organiser le travail en les bypassant. Et ça se passe relativement bien. Ils ont l'impression d'être chantés. Un autre aspect qui va dans le même sens, c'est le développement des entreprises dites libérées, qui est une tendance non négligeable, puisque des grandes entreprises comme Airbus, Michelin, Decathlon, enfin énormément d'entreprises s'y lancent, eh bien, ils se rendent compte qu'ils peuvent faire l'économie, en tout cas c'est ce qu'ils disent, d'une bonne partie de leur encadrement intermédiaire et de proximité, que ça leur permet de faire des économies très substantielles et que c'est une preuve, disent-ils, de la confiance qu'ils sont en mesure de faire à l'égard de leurs collaborateurs de base. Donc, c'est non seulement une remise en cause de l'utilité de l'encadrement des managers, mais c'est aussi une sorte de dénonciation de leur rôle qui serait celui de la contrainte, du contrôle exclusivement. Et il est vrai que, et je terminerai là pour laisser la parole à mes collègues, qu'ils ont de moins en moins ce rôle de ressources en termes, parce qu'ils ne sont pas réellement experts du travail de ceux qu'ils encadrent la plupart du temps, et ce ne sont pas les personnes ressources qu'ils étaient auparavant, on parle encore des 30 glorieuses, où ils pouvaient donner des conseils, améliorer la situation de travail de leurs collaborateurs et être considérés comme des véritables experts du travail de ceux qu'ils encadrent. Merci beaucoup, Daniel. François Dupuis, est-ce que, voilà, par rapport à cette question de la place, enfin, de la définition pour vous du manager ou des managers aujourd'hui? Alors, c'est difficile à vous répondre parce que je n'aurais pas grand-chose à changer à ce qu'a dit Daniel. Donc, voilà que je trouve quelque chose de différent à vous dire. Et alors, moi, je voudrais commencer par, non pas une définition des managers, mais une définition du management. Et je vais en donner une définition provocatrice, volontairement. Ça pourra faire réagir. La plupart du temps, quand on me demande ce qu'est le management, je réponds tout bêtement, la définition la plus simple que j'ai jamais trouvée, c'est de dire que le management, ça consiste à obtenir des gens qu'ils fassent ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent. Voilà.
Alors, mais du coup, quand on dit ça, on n'a rien dit. Parce que, bien sûr, puisque si on manage, c'est pour ça. Bon, voilà. La question qui se trouve posée, c'est de quoi les managers disposent-ils? Qu'ont-ils à leur disposition pour effectivement obtenir, faire que, obtenir n'étant pas un mot négatif, hein, obtenir des équipes qu'ils pilotent, qu'ils aillent dans tel ou tel sens. Et alors, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, il y a un premier point qu'a souligné Daniel et sur lequel je veux revenir. C'est dans le secteur marchand. Je veux dire, dans le secteur marchand, le taylorisme n'a jamais été aussi puissant qu'il est aujourd'hui. Or, du point de vue du management, qu'est-ce que c'est que le taylorisme? Alors, je ne veux pas parler de l'interchangeabilité, etc., etc. Qu'est-ce que c'est que le taylorisme? C'est une foi, on pourrait le dire comme ça, sans faille, dans le gouvernement par la règle. C'est-à-dire que pour obtenir des gens qui fassent ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent, il va suffire d'édicter des règles. Et cette édiction des règles dans le management aujourd'hui, elle a été poussée à l'extrême, puisque si on regarde l'évolution, en particulier de la surprocessisation des organisations, qui atteint dans des endroits des niveaux surprenants. Au début, toutes ces règles, procédures, normes, process étaient destinées à expliquer aux gens ce qu'ils devaient faire. Et aujourd'hui, il a tendance à être de plus en plus d'expliquer aux salariés comment ils doivent le faire. C'est-à-dire, comment ils doivent le faire, c'est donc un travail quasiment sur la gestuelle. Excusez-moi. Je vous en prie. Voilà, il faut expliquer aux gens que non, pas toujours. Bon, voilà. Et donc, sur la gestuelle, d'ailleurs, vous avez cité, Daniel, l'Anthropologie libérée, donc les travaux de Carney et Goetz, pour être juste, on va les mettre dans l'ordre. Eh bien, c'est ce qu'ils appellent l'entreprise comment. C'est-à-dire ces entreprises dans lesquelles on passe son temps à définir aux gens comment ils doivent faire ce qu'ils doivent faire. Alors, le problème qu'il y a, je ne vais pas m'y étendre, hein, parce qu'on pourrait y passer l'heure et demie que nous avons à passer ensemble, c'est que le gouvernement par la règle, ça n'a jamais marché et ça ne marche toujours pas. Donc voilà. D'ailleurs, fais toujours remarquer aux gens qui sont surpris quand je dis ça, que si le gouvernement par la règle marchait, ce que l'on appelle la grève du zèle n'existerait pas. Voilà. Et alors, quand vous expliquez aux gens que la grève du zèle, ça consiste à faire strictement ce qu'il y a écrit dans les règles, eh bien, vous leur demandez s'ils sont en permanence en grève, ils vous disent non, pas toujours. Donc, ça veut dire que, ma foi, pas toujours vous appliquez. Et heureusement pour les organisations, parce que si vous appliquiez ce qui est écrit dans les règles, ça bloque l'organisation, comme on le sait. Donc, ça ne marche pas, mais ça n'empêche pas. Vous voyez, ce qui est intéressant dans le management, c'est que ce que je viens de dire, tout le monde le sait. C'est une banalité. Et néanmoins, ça n'empêche personne de continuer à toujours produire toujours plus de règles, de procédures, de process, ce qui vous démontre que finalement, elles ne sont pas émises pour résoudre des problèmes, mais pour couvrir ceux qui les émettent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, il y a une deuxième façon, une deuxième stratégie, je vais utiliser des mots de la sociologie des organisations, pour obtenir des gens qui fassent ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent, c'est la conviction. C'est par la conviction. Et alors, la conviction, on l'a vu ces dernières années fleurir à travers l'explosion de ce mythe des valeurs. Donc, on va se donner des valeurs fondamentales et on va faire l'hypothèse que si on a émis des valeurs, eh bien, les individus se comportent suivant les valeurs. Et par conséquent, ayant émis des valeurs, eh bien, on obtiendra ainsi des comportements qui seront, ma foi, conformes aux valeurs qui auront été émises, ce qui est un contresens fondamental sur les comportements collectifs, puisque je ne m'y étendrai pas, mais globalement, nous n'avons pas le comportement de nos valeurs, mais les valeurs de nos comportements. Donc, comment dirais-je, ce n'est pas les valeurs qui initient les comportements, les valeurs, c'est ce qui vient à la fin pour rationaliser les comportements que nous avons. Donc là aussi, c'est un contresens sur le fonctionnement des organisations. Alors,
La troisième chose qui aujourd'hui est développée à un point absolument extrême, c'est et qui a conduit à une évolution des business schools catastrophique à mon avis, et encore plus catastrophique aux États-Unis d'ailleurs que chez nous. C'est, on va vous indiquer du coup ce qu'il faut faire hein, dans le management. On va donc vous donner, employons le mot, un certain nombre de recettes. Et ces recettes vont vous dire comment il faut procéder, etc., etc. Ce qui consiste à petit à petit avoir complètement décontextualisé le management. Puisqu'après tout, donner des recettes aux gens, c'est dire ça marche, et donc quel que soit le contexte dans lequel vous êtes, ça devrait marcher. Et la décontextualisation des comportements est, à mon avis, un des drames les plus importants qui frappe aujourd'hui les managers et cette activité qu'on appelle le management. Alors, par rapport à ça, je voudrais juste rajouter une chose peut-être. Depuis des années, on a vu fleurir un thème dans le management. On a vu fleurir deux thèmes d'ailleurs, et que jusque-là, sur lesquels on a énormément discouru, surtout sur les réseaux sociaux d'ailleurs, puisqu'on discourt sur les réseaux sociaux, ça c'est clair, qui est le thème de la coopération, qui n'est pas un thème, qui n'est pas une mode, qui n'est pas une fantaisie. La coopération, si on la réussissait, c'est ce qui permet, grosso modo, on va le dire comme ça, ce que nous avons démontré les premiers de l'industrie automobile, c'est ce qui permet de réduire les coûts tout en améliorant la qualité. Ce que Daniel a évoqué tout à l'heure quand elle a dit on leur demande de faire plus avec moins. Voilà. Oui, alors si on vous demande de faire plus avec moins, il faut vous trouver une variable d'ajustement. Et la variable d'ajustement qu'on a trouvée, c'est l'organisation du travail en introduisant de la coopération. Alors, on aura le temps d'y revenir, Christine, si vous êtes d'accord. Malheureusement, la coopération, on en a beaucoup parlé, mais on l'a peu mise en œuvre pour des raisons qu'on pourra exposer, c'est que c'est extraordinairement difficile. Et même si le mot est magnifique, c'est-à-dire que plus c'est difficile de faire les choses dans le management, plus on utilise des mots à connotation extrêmement positive. Hein, on va parler de coopération, enfin de fonctionnement collectif, de trucs comme ça, voilà. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire, pour pas, quand même, pauvre Laurent, il va être venir en parler lui sur tout ça, c'est pas très sympa. Il y a un point sur lequel je voudrais que l'on revienne, si vous le souhaitez vous-même. Le management, ça fait partie de la hiérarchie, ce qu'on appelle la hiérarchie. Voilà. Même si c'est un mot qu'il serait nécessaire de définir. Alors, ce qui est intéressant, c'est dans les évolutions que vous avez indiquées, Christine, tout à l'heure, moi, je dirais qu'au moins celle du Covid, qui est celle que j'ai étudiée, puisque dans ma bonne tradition de grossérien, je ne parle que de ce que j'ai étudié moi-même. Voilà. Voilà. Je n'ai pas d'idée, comme on dit, quelle est votre idée sûre? Je n'ai pas d'idée sûre. Il y a des choses que j'ai étudiées, mais sur le reste, je n'ai pas d'idée. Bon. Eh bien, ce que l'on peut constater, c'est que la crise a changé la hiérarchie dans la hiérarchie. Et par conséquent, du point de vue du management, la hiérarchie entre les niveaux de management dont vous avez parlé, je crois, dans votre introduction tout à l'heure, a évolué, ce qui ne veut pas dire que cette évolution perdurera. Ça, seule la pitié de Delphes pourrait le dire, mais elle n'est plus parmi nous, donc on ne va pas lui poser la question. Je vous remercie d'avoir évoqué ces points aussi. Effectivement, on va faire en sorte d'y revenir. Et je me tourne maintenant vers vous, Laurent Giraud, sur cette question justement de votre définition des managers aujourd'hui et au regard aussi de vos travaux et puis de l'histoire, et puis sur la base déjà de ce que Daniel et François ont pu aborder. Merci à Daniel et François d'avoir évoqué autant d'éléments, ça me permet de rebondir d'autant plus facilement. Et c'est vrai que bon, les sciences de gestion, en fait, correspondent à toutes ces disciplines, stratégie, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat, marketing, et cetera, des disciplines qui visent à faire fonctionner une organisation. Donc pour moi, gestion et management sont des synonymes, juste management étant un anglicisme.
Et si je reprends donc la discussion à la suite de Daniel et de François, donc Daniel qui travaille sur la subordination des salariés et puis François qui a décrit finalement le management comme on va dire la tentative d'obtenir des gens qu'ils fassent ce qu'on voudrait qu'ils fassent, en reprenant vos mots. C'est vrai qu'on est sur voilà, des définitions qui sont diverses en fait de ce qu'est le management. On va dire par exemple pour la gestion des ressources humaines, l'approche mainstream, donc classique, c'est que on cherche à gérer les performances individuelles et collectives pour atteindre les objectifs organisationnels. Voilà, ça c'est une approche, une définition de la gestion des Mmh. ressources humaines plus spécifiquement classique. Mais cette approche de la gestion des ressources humaines, déjà, elle va être discutée. On peut avoir ce qu'on appelle une approche critique. C'est notamment l'approche de Daniel, je pense, où peut-être qu'on peut penser la gestion des ressources humaines, pas seulement dans l'objectif, on va dire, d'atteindre voilà, des objectifs de vente de l'organisation, mais aussi de développer les individus, puisque c'est une des responsabilités que celle de l'organisation d'avoir des membres de l'organisation qui soient épanouis, que ce soit individuellement ou collectivement. Et souvent, quand on parle de management, on parle aussi là de performance, c'est un mot qui revient souvent. Je pense que plus que la définition de management, on devrait redéfinir aussi ce qu'est la performance. Et la performance, il y a plusieurs formes de performance. Souvent, on va être formaté dans nos écoles de commerce, mais aussi peut-être dès les classes préparatoires, par exemple, ou dès le lycée ou l'école primaire, à ce qu'on appelle la production ou la productivité. Et c'est vrai que ce sont des acceptions de la performance qui sont limitées. Il ne faut pas oublier aussi ce qu'on appelle la viabilité de la production. C'est-à-dire non seulement être capable de produire une fois, une semaine, un mois, mais est-on capable de produire toute l'année? C'est une problématique typiquement que je rencontre aujourd'hui à l'hôpital et c'est pour ça que j'interviens aussi souvent sur des problématiques d'attractivité, de fidélisation et aussi de risques psychosociaux et de souffrance au travail, puisque c'est un thème qui nous intéresse aujourd'hui. Et je pense qu'on peut trouver des problématiques équivalentes dans les organisations privées. Et dernière forme de performance que l'on oublie parfois et qui est une de mes spécialités, on va dire en termes de champ d'études, c'est ce qu'on appelle en langage scientifique la performance adaptative, en langage on va dire commun plutôt l'agilité, qu'elle Mmh. soit individuelle ou organisationnelle, qui est une vraie forme de performance. Et on l'a vu, si je reste sur l'exemple de l'hôpital a su se réorganiser pour faire face à des vagues de Covid plus ou moins fortes, avec derrière des effectifs qui étaient quand même limités. Donc voilà, c'est une forme de performance dont nous avons besoin et que les managers doivent aussi entretenir. Donc finalement, le rôle de manager, moi je trouve, et je trouve se complexifie, je rejoins ce que Daniel et François ont dit, il y a des attentes qui sont contradictoires de la part on va dire, de la direction d'un côté et des salariés de l'autre. Et les recettes, les best practices ne fonctionnent pas toujours. En effet, il faut souvent les recontextualiser. C'est ce qu'on appelle l'approche best fit, fit comme alignement. Une recette de cuisine, finalement, doit être adaptée. Et encore, est-ce qu'on peut vraiment parler de recette en management? Je ne suis pas sûr. Voilà ce qui m'est venu en tête pour rebondir sur ce que Daniel et François ont pu dire, et vous aussi, Christine. Merci beaucoup, Laurent, également pour votre intervention. Alors justement, on a évoqué cette notion, lorsqu'on parle de management et de manager, il y a cette notion de souffrance au travail qui a été évoquée, sur laquelle je souhaiterais effectivement qu'on revienne, ne serait-ce que pour en avoir effectivement une définition, puisque cette souffrance au travail, on en parle pour les collaborateurs, mais les managers sont eux aussi collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc finalement, qu'est-ce qu'on entend derrière souffrance au travail et là aussi, quelle est la place des managers par rapport à cette souffrance au travail? Là, je m'adresse, à Daniel. On va repartir, dans la OK. boucle. Bon, bien. Eh bien, la souffrance au travail, je crois que si on parle des collaborateurs, on peut dire qu'elle est liée à des situations de travail qui ne correspondent pas à ce qu'on leur a promis. Voilà. Si vous voulez, il me semble que depuis le début de la modernisation managériale qui a commencé grosso modo dans les années 80, toute une rhétorique a émergé pour dire que la plus grande richesse de l'entreprise, c'était les salariés de base, qu'on se fiait à leur intelligence et que désormais,
la direction avait compris qu'il fallait leur laisser de l'autonomie, de la liberté, des marges de manœuvre, de manière à ce qu'ils puissent s'exprimer dans le travail. C'est ce que j'avais évoqué tout à l'heure. Il faut bien comprendre, si on se resitue un peu dans l'histoire, que c'est quand même cette modernisation, la réaction à un mouvement qui avait profondément traumatisé le patronat, celui de mai 68, où effectivement 3 semaines de grève générale avec occupation d'usines avaient bien fait comprendre à tout le monde que les salariés voulaient un autre rapport au travail, être mieux considérés au travail, avoir plus de dignité et puis pouvoir s'épanouir dans leur travail. Alors, le management, je dirais le patronat à l'époque, on ne parlait pas tellement de management encore, disait nous avons compris, un peu sur le mode du général de Gaulle, on vous a compris, et ils ont dit tout ça, ça passe par une individualisation, par une atomisation, parce que effectivement, si on veut reconnaître à chacun la qualité de son engagement pour qu'il puisse avoir toutes les possibilités de s'épanouir, il faut casser cette logique massive qui était à travail égal, salaire égal. Désormais, chacun pourra avoir une formation spécifique, des primes particulières, des salaires qui ne seront pas les mêmes d'un poste à l'autre, et puis des objectifs surtout particuliers. Alors ça, c'était quand même très très important, parce que ce qui m'a beaucoup frappé, par exemple, c'est que j'ai pu enquêter dans des usines où il y avait sur les chaînes de montage des opérateurs qui avaient des objectifs individualisés et personnalisés. Pour vous dire juste, oui, c'est assez étonnant, ils étaient considérés comme clients et fournisseurs les uns des autres, et donc on voit jusqu'à quel point est allée cette logique qui consistait à vouloir considérer qu'il fallait gérer individuellement, particulièrement, spécifiquement, chaque salarié de l'entreprise. Bon, et donc, c'était un peu fini avec les collectifs. Or les collectifs, c'était un lieu non seulement de révolte, de valeurs contestatrices, etc., mais aussi de partage de savoir, de partage de pratiques, d'échanges. Et les contremaîtres de l'époque laissaient faire absolument ces collectifs, moyennant quoi ils étaient sûrs qu'ils auraient la quantité et la qualité voulue de travail. Voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que progressivement, le monde du travail s'est transformé. Parce que, alors que le travail était une expérience socialisatrice pour tous, il est devenu une épreuve individuelle pour chacun, où chacun était mis au défi, en concurrence avec les autres, mais aussi en concurrence avec soi-même. C'est-à-dire qu'il fallait être meilleur que les autres, mais il fallait chercher à se dépasser soi-même en permanence. Donc, on a eu affaire à des salariés qui ont perdu progressivement tous leurs repères, leurs appuis, leurs ressources collectives, si vous voulez. Alors, dans ce cadre-là, le management, précisément, puisqu'on s'intéresse au management, était là pour répondre à toutes les demandes, à tous les besoins, et essayer, comme il a été très très bien dit par François, d'obtenir de ses salariés, par la conviction, de travailler absolument comme on voulait qu'ils travaillent. Et le management a pensé que si chacun était pris en charge personnellement, individuellement, et pouvait associer ses désirs narcissiques, parce qu'en fait c'est presque ça, montrer que vous êtes le meilleur, excellent, avec les objectifs de la direction, eh bien on pourrait avoir la performance qu'évoquait tout à l'heure Laurent. Bon, et donc le management, il était pris là-dedans, c'est-à-dire avoir affaire avec des individualités qui sont stimulées dans leur narcissisme, mais obtenir des objectifs de plus en plus exigeants, parce que c'est ça aussi l'évolution de la modernisation, le lean management, quand il a été dit, obtenir plus avec moins, donc des salariés qui soient un petit peu vraiment les militants inconditionnels de leur entreprise. Et ça, c'est le travail des managers. Comme on a dit, d'autant plus difficile que le travail est lui-même entravé par ces contraintes procédurales. Donc, la souffrance,
elle vient d'où? Elle vient pour les salariés eux-mêmes, qu'on les sollicite dans ce qu'ils ont de plus intime, de plus profond, leurs aspirations à faire quelque chose de grand, dans lequel ils puissent non seulement être reconnus, mais se reconnaître eux-mêmes, être mis en concurrence avec les autres, etc. Et puis, l'impossibilité ou la difficulté à le faire dans le cadre d'un travail qui est resté très taylorisé. La souffrance, elle vient de là. Et un manque de compréhension, surtout que chacun est dans cette dimension extrêmement individualisante, extrêmement personnalisante. Donc, ils ne comprennent pas, les gens ne comprennent pas ce qui leur arrive. Et les managers subissent eux aussi une espèce de diktat, obtenir le plus, le mieux, en sachant manœuvrer ses salariés. Alors, avec l'aide des DRH, de la bienveillance et du bonheur, les Chief Happiness Officers, mais enfin, toute une idée qu'on peut obtenir tout ce qu'on veut de chacun en les stimulant individuellement et en les chérissant en quelque sorte en périphérie du travail. Mais toute la souffrance, et moi je pense que les managers sont aussi confrontés à cette souffrance, c'est un système en fait qui ne laisse pas de marge de manœuvre aux salariés dans leur activité professionnelle et qui les confronte à des difficultés de plus en plus grandes, des objectifs de plus en plus démesurés, avec cette idée d'être toujours sur le fil du rasoir, de ne pas savoir s'ils vont y arriver et d'être obligés de faire des concessions sans cesse pour atteindre les objectifs, des concessions en termes de qualité du travail, des concessions en termes d'ajustement pas toujours très corrects. Donc, il y a une espèce de nécessité de réajuster, de réaménager en permanence pour s'en sortir qui crée des conflits éthiques parce qu'on ne fait pas le travail qu'on souhaiterait faire, on peut parfois bafouer ses valeurs parce que je crois malgré tout, François, qu'il y a des valeurs au travail et que les salariés et les collaborateurs sont animés par des valeurs d'utilité, de finalité, de bien faire qui restent présentes même s'il y a cette dimension narcissique qui est toujours grandissante. Et donc, la souffrance, elle est là et elle vient d'un seul fait, à mon avis, enfin pas d'un seul fait, mais elle ne pourra pas changer ni bouger tant que, effectivement, chaque salarié restera prisonnier de ce lien de subordination qui fait qu'il n'a pas le droit de critiquer, qu'il n'a pas le droit de s'opposer, qu'il n'a pas le droit d'essayer de faire passer son point de vue de professionnel sur la manière dont il devrait travailler, et donc il est considéré comme une ressource passive, malgré tout, même si on la mobilise de façon extrêmement intime, affective, subjective, etc., il est dans un statut de dépendance et de passivité qui le met dans une situation impossible. Et ce, quand même, dans une société, je tiens à montrer la dimension archaïque de ce lien de subordination, dans une société démocratique politiquement, où nul n'est censé appartenir à personne. Et on a bien l'impression que les subordonnés appartiennent quelque part à leur manager qui appartient à sa direction, et on est dans des situations de dépendance figée où on demande toutes sortes de choses qui stimuleraient profondément les salariés alors qu'ils sont considérés comme des personnes dépendantes et qui n'ont pas véritablement leur mot à dire sur la manière dont ils aimeraient travailler. Et je voudrais terminer sur un point, vraiment terminer, c'est qu'on oublie qu'en France, l'attachement au travail est beaucoup plus développé que dans la majorité des autres pays, parce que quand on regarde les enquêtes, les sondages qui sont faits, par exemple, sur les 27 pays européens, on voit à chaque fois que les Français sont dans les deuxièmes ou troisièmes parmi ceux qui disent que ce qui est le plus important pour eux, du point de vue de leur identité, du point de vue de leurs valeurs, c'est le travail, comparativement à la famille, qui est importante aussi, comparativement à la religion, aux loisirs, etc. Les Français cherchent à s'exprimer et se positionner à travers le travail. Donc, c'est quelque chose qui est très, très important pour eux. Et au lieu de miser sur cette qualité de l'engagement dans le travail, cette clause, ce lien de subordination anesthésie complètement la capacité de chacun et ça au frais de la performance, me semble-t-il, à la fois de deux points de vue, la performance en termes de bien-être pour les salariés qui souhaitent coopérer dans le travail tout en étant dans un état mental satisfaisant et la satisfaction réelle aussi des usagers et des clients comme la pérennité de leur entreprise. Merci beaucoup, Daniel, et merci aussi de
quand même d'un point positif qui est parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues quant à ce lien des Français au travail, de ces résultats qui montrent aussi qu'il y a quand même un attachement au travail en France qui est assez fort. Énorme. Je profite de rebondir, hein, sur ce que vous disiez justement au sujet de cette souffrance au travail et de cette espèce d'injonction paradoxale qui se pose. Et là, je vais me tourner vers François Dupuis, puisque vous évoquiez tout à l'heure. Je reviendrai à vous aussi, Laurent, pour la partie individualisation aussi. Mais là, je rebondis parce que vous souhaitiez revenir sur la notion de coopération, parce que ce que je perçois Oui, dans cette notion de souffrance au travail, à travers ce que dit Daniel, c'est ce dont vous parliez, quoi. Finalement, il faut une variable d'ajustement et on part vers cette notion à la fois d'individualisation du travail et vous parliez de coopération. Alors, qu'en est-il et en quoi est-ce que cette coopération, elle pose problème? voilà. Alors, si vous me permettez, d'abord, je voudrais dire une chose à Daniel, c'est que c'est toujours un plaisir de l'écouter parce que quand on l'écoute, on apprend beaucoup de choses. Voilà. Mais voilà, de temps en temps, il faut le dire. Alors, comme Daniel a quand même beaucoup insisté dans son propos sur la souffrance au travail des salariés, moi, je vais essayer de me centrer un petit peu plus sur les cadres ou ce qu'on appelle le management, comme on veut. Je voudrais commencer par une petite anecdote. Il y a des années maintenant, je ne me souviens plus quand c'était en plus, j'avais écrit un livre dans la collection La République des idées j'allais dire il s'appelle toujours d'ailleurs, La fatigue des élites. Alors, les élites étant les cadres, hein, c'est l'éditeur qui avait trouvé ce titre parce que ça permettait d'introduire une ambiguïté avec ce qu'on appelle les élites en France. Vous voyez, donc, voilà, enfin, peu importe. C'était sur effectivement la souffrance au travail des cadres. Et alors, ce qui me frappait beaucoup, c'est que les journalistes ensuite venaient m'interviewer et me disaient mais on voudrait vous interviewer sur les livres que vous venez de faire sur le malaise des cadres. Et alors, ça me faisait hurler parce que je me disais, comme bon nombre de journalistes, vous n'avez pas lu le livre, puisque dans le livre, j'explique bien que le malaise des cadres, il existe depuis que cette notion de cadre existe. On en parle depuis que la notion de cadre existe, depuis l'après-guerre, quoi. Et elle est liée. Alors là, Daniel serait probablement plus à même que moi de l'analyser. Elle est liée à la position ambiguë est vécu toujours comme toujours plus ambigu de ces cadres qui sont à la fois des salariés comme les autres et en même temps qui sont là pour exprimer ce que la direction souhaite que les gens fassent. Et en plus, le malaise s'accroît parce que quand on regarde les différentiels de salaire entre les populations ouvrières, par exemple, et les populations de cadres, ce différentiel de salaire moyen, bien entendu, ne cesse de se réduire. Donc les cadres rejoignent petit à petit, la grande masse des cadres rejoint petit à petit la condition générale des salariés. Et donc, j'ai essayé d'expliquer que je ne parlais pas de malaise, je parlais effectivement d'une véritable souffrance, qui est d'ailleurs une souffrance qui, comme l'a dit Daniel, démarre dans les années 80, puis ensuite, avec les effets de latence, etc., s'exprime fortement dans les années 90, au début des années 2000, etc., etc. Moi, je la lis personnellement avec l'ouverture des marchés qui a suivi les chocs pétroliers et qui a amené à des situations de concurrence que beaucoup de nos activités industrielles ou de services ne connaissaient pas. Et dans les situations de concurrence, là, effectivement, on s'est trouvé en face de clients qui, pour reprendre l'expression utilisée tout à l'heure, veulent plus pour moins. Et effectivement, dans situation de concurrence, si vous leur dites ah ben c'est pas possible, ils vont vous dire je vais voir ailleurs. Donc il va falloir trouver une façon de résoudre cette équation qui, formulée ainsi, paraît absolument insoluble. Et effectivement, la variable qui a été trouvée, je le disais tout à l'heure, merci de l'avoir rappelé, ça a été l'organisation du travail. Et le fait d'essayer de passer, et moi j'ai longtemps dit d'ailleurs, le fait de passer, et aujourd'hui quand même, plus je poursuis ces études, plus je dis essayer de passer, parce que je crois que les entreprises n'y ont pas bien réussi. Du mode traditionnel taylorien, que si vous voulez, on va appeler segmenté séquentiel, pour utiliser un jargon un petit peu sociologique, qui, contrairement à ce que, pour la population des managers, au moins, est un mode d'organisation extraordinairement protecteur.
C'est-à-dire, les intellectuels ont fait une critique indéterminée du taylorisme. Depuis Charlie Chaplin, voilà, le taylorisme a subi une critique totale sans se rendre compte que pour ces populations-là, il est extrêmement protecteur parce que dans son aspect segmenté en particulier, il met les gens dans des situations d'autonomie dans le travail dont ils ont pu bénéficier. Mais le problème, c'est que si c'est un mode de travail, d'ailleurs, vous le voyez bien que c'est un mode extrêmement protecteur, parce que quelles sont les organisations qui aujourd'hui restent les plus taylorisées? Encore que moi, je suis avec une collègue en train d'écrire un livre pour dire que c'est pas si clair. Enfin, bon, quelles sont les situations qui sont les populations les plus taylorisées? Globalement, c'est la fonction publique. La fonction publique a un mode de travail général qui est un mode taylorisé, et on n'a jamais vu une grande manifestation de la République et à la Bastille de fonctionnaires réclamant absolument de sortir de cette forme taylorisée du travail. S'ils devaient manifester, c'est justement pour qu'on ne leur change pas leur modalité de travail. Parce que, comme tous les acteurs, ils sont intelligents. Il faut quand même dire que la grande caractéristique des acteurs dans une organisation, c'est l'intelligence et non pas la bêtise. Voilà. Et bien, ils ont compris l'avantage que pouvait avoir ce système. Alors, le problème de ce système taylorien, c'est que, certes, il protège bien les membres de l'organisation, c'est donc un système endogène. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est un système endogène, mais par contre, il produit des biens et des services que l'on va qualifier de faible qualité à un coût élevé. On va dire comme ça, une faible qualité à un coût élevé, ce qui est acceptable quand vous n'avez pas le choix, et ce qui est beaucoup plus difficile à défendre lorsque le client commence à avoir le choix et peut aller d'un fournisseur à l'autre. Exactement, c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez bien des organisations aujourd'hui qui se battent contre la concurrence. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir qu'à l'époque dans laquelle nous sommes, il y a des organisations qui disent halte à la mise en concurrence, etc., etc. Et on comprend pourquoi. Je ne porte aucun jugement sur le fait qu'ils le fassent. Je trouve que c'est intéressant qu'ils le fassent. Je ne porte pas de jugement sur ce que ça veut dire. Et comme je le disais tout à l'heure, la variable d'ajustement qui a été trouvée, c'est l'organisation du travail. Et c'est le fait d'essayer de passer, et là on va retrouver le thème de l'individualisation que Daniel a abordé tout à l'heure, c'est le fait de passer, encore une fois, d'organisation qui protège, d'organisation dans laquelle on dispose beaucoup d'autonomie. Ce qu'on appelle les organisations en silo, c'est les organisations dans lesquelles les gens sont autonomes. Voilà. Bon, eh bien, de passer de ce type d'organisation à un mode d'organisation beaucoup plus basé sur le travail collectif, sur la coopération, sur la collaboration. Alors en France, on n'utilise pas, pour des raisons que tout le monde comprendra, on n'utilise pas le mot collaboration. Ça rappelle de mauvais souvenirs, mais aux États-Unis, on parle de collaboration. Nous parlons de coopération. Bon, OK. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, toutes les expériences réelles qui ont été faites ont en effet montré que la coopération n'est pas un thème artificiel, c'est un mode d'organisation du travail qui permet de gagner en qualité tout en réduisant les coûts. Et ce qui est finalement exactement la demande du client. Le problème, c'est que ce faisant, en introduisant de la coopération, on a, d'un certain point de vue, détruit la fonction de protection du travail pour les managers. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans cette situation d'autonomie dont je parlais tout à l'heure, ils se sont trouvés dans une situation, quand on leur dit il faut coopérer, ils se sont trouvés dans une situation dans laquelle, je le disais, le mot est joli, mais il se traduit par des situations de dépendance extrêmement fortes des uns par rapport aux autres. Et je voudrais revenir sur le thème de l'individualisation de Daniel. Vous avez raison, Daniel, hein, l'individualisation du travail est une des caractéristiques fortes de ces nouvelles formes d'organisation du travail, sauf qu'en même temps que vous êtes individualisé, le résultat de votre travail dépend de tout le monde. Donc vous êtes dans une situation perdante, dans laquelle
OK, vous êtes évalué individuellement, mais le résultat que vous obtenez dépend de la façon dont vous avez travaillé avec les autres, etc., etc. Le meilleur exemple que l'on puisse avoir, mais je ne vais pas revenir là-dessus, c'est les chefs de projet qui, dans la façon dont ils sont gérés, ont été gérés, est une catastrophe managériale et en termes de souffrance, c'est alors absolument épouvantable. On peut le dire ainsi. Et donc, vous voyez, la souffrance au travail de cette population, elle est venue de cette déprotection du travail qui leur a été imposée par les nouvelles formes d'organisation du travail. Alors, là non plus, il ne faut pas porter de jugement. Ces nouvelles formes d'organisation du travail, peut-être sont-elles liées aux nécessités économiques, faire face à la concurrence, tout ce que vous voulez. On n'est pas là pour juger Pierre, Paul ou Jacques, salaud de patron, salaud d'ouvrier, je ne sais pas quoi. Enfin, ce n'est pas la question. La question, c'est le constat qui est fait. Et ce que je voudrais amener à dire, c'est le cercle vicieux dans lequel ça vous a entraîné. Parce que il y a eu une réponse à cette déprotection du travail. Cette réponse à la déprotection du travail a été le désengagement du travail. On est rentré dans des phases de désengagement du travail, y compris dans la population des managers et des cadres, qui a été vu par les entreprises comme dramatique, parce qu'au moment où elles avaient le plus besoin justement de l'engagement, du commitment au travail, elles avaient affaire à une population de plus en plus désengagée. Et quand on parle de désengagement du travail, on ne parle pas de désengagement spécialement en temps. C'est-à-dire, ouais, les gens peuvent continuer ou on continue à travailler. C'est un désengagement émotionnel. Vous voyez, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Dans mon travail, j'ai beaucoup travaillé pour Air France. Et je me souviens de ces vieux contremaîtres d'Air France qui disaient la chose suivante. Vous voyez, quand il y a une clé anglaise qui traîne autour d'un avion, c'est très dangereux par définition, parce que l'avion risque de rouler dessus, tout ce que vous voulez. Et alors, il disait toujours, mais avant, il y avait toujours quelqu'un pour la ramasser, la clé anglaise. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. De toute façon, ceux qui arrivent au boulot, tout ce qui les occupe, c'est sortir le soir et leur moto. Et, vous voyez, c'était une façon d'exprimer ce désengagement du travail. Et vous voyez comment on va se refermer le cercle vicieux. J'ai besoin de nouvelles formes d'organisation du travail. Ces nouvelles formes d'organisation du travail déprotègent les formes traditionnelles du travail. Et du coup, ben, les salariés, y compris les cadres, se désengagent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'étude Gallup qui a été faite il n'y a pas très longtemps sur ces phénomènes de désengagement, dans lesquels ils disent par exemple qu'aux États-Unis, on peut considérer que 70% des cadres ne sont pas engagés dans leur travail, ce qui est vraiment quelque chose d'énorme. Et le cercle se referme dans les entreprises. Voyant ces phénomènes de désengagement du travail, réagissent par la coercition. Alors, quand vous parlez de coercition aux entreprises, vous pensez que c'est bien que ça les fait hurler. Hein. Quand vous dites à des responsables d'entreprise, votre mode dominant de management que vous essayez d'imposer, c'est la coercition, ils vous disent, mais non, nous aimons nos salariés, nous faisons tout ce que nous pouvons pour nos salariés. Comme je le dis toujours, une des caractéristiques du management, c'est que dans le management, le vocabulaire a une fonction compensatoire des pratiques. Donc voilà, c'est un peu comme en politique d'ailleurs, si vous laissez un peu préparer, on pourrait dire la même chose. Bon. Et là, ce que j'appelle la coercition, ça nous ramène à notre point initial, c'est du coup la multiplication des outils qui vous permettent de contrôler au plus près ce que font les gens. Tout à fait. C'est-à-dire les systèmes de reporting, les indicateurs de performance, les process, vous voyez, tous ces outils qui vont vous permettre de contrôler au maximum ce que font des gens dont vous sentez qu'ils se désengagent. Et ça ne marche pas. Et c'est pour ça que je dis, et je vais terminer là-dessus, voilà, peut-être que le fait que ça ne marche pas, je voudrais dire une chose, les dirigeants le savent. Ils le savent que ça ne marche pas. Bon. Et je peux vous raconter une autre anecdote qui m'a tétanisé. Un jour, je faisais une présentation sur ces thèmes-là à l'Institut d'entreprise.
Je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est que l'Institut d'entreprise, hein, une organisation patronale propre sur eux, vous voyez, tout ce que vous voulez. Bon. Et je présentais ça, et il y a un des patrons que je connais d'ailleurs qui se lève et qui dit, mais François a raison, on va dans le mur. Et tous ces patrons après vont dire, oui, c'est vrai, avec tous ces process, ces trucs, ces machins, on va dans le mur. Mais je leur dis, je vous rappelle quand même que c'est vous les patrons. Hein. Vous n'avez pas... il y en a un qui dit, oui, mais nous, on n'y peut rien. Eh bien, je leur dis, vous n'y pouvez rien, parce qu'avec ces outils, qui sont les outils de management, au lieu d'avoir un contrôle bien meilleur de votre organisation, petit à petit, vous perdez le contrôle de votre organisation. Et je comprends du coup que vous ne pouvez rien. Et ce sur quoi je voulais terminer, c'est de dire, dans le fond, et même si, comment dirais-je, c'est dur de catégoriser comme ça, enfin, mon sang de scientifique ne fait qu'un tour en m'écoutant, on en était là avant la crise Covid. Et la bonne question qui se pose, c'est dommage, mais c'est comme les guerres. Les guerres, ça fait faire à la science des progrès tout à fait considérables. D'ailleurs, vous avez qu'à voir comment la guerre d'Ukraine fait faire des progrès aux armements. C'est merveilleux. Hein. On a jamais vu ça. Hein. Les progrès sur les chars d'assaut, depuis un an, c'est fabuleux. Hein. Même pas un an d'ailleurs. Eh bien, c'est pareil dans les organisations. Les crises, comme la crise Covid, font émerger des nouvelles façons de faire. Et donc, on peut se demander si la crise Covid, par rapport à ce que je viens d'analyser rapidement et de façon certainement contestable, si la crise Covid remet en cause ce phénomène dont tout le monde se rend compte qui ne nous amène nulle part. Et vous avez, voyez, tout à l'heure parlé de l'entreprise libérée. Certes, on peut parler de Getty Carney, on peut parler de Frédéric Laloux et Reinventing Organizations, on peut parler aussi de, comment il s'appelle, Robertson et l'holacratie, la révolution holacratie. Tous ces livres qui paraissent sur des formes différentes de management sont critiquables parce que vous n'y trouvez dedans aucun concept fondamental sur le fonctionnement des organisations. Par exemple, vous pouvez lire le livre de Getz et Carney, pas une seule fois vous n'entendrez parler du mot pouvoir ou du mot de stratégie d'acteur, ça n'existe pas, etc. En revanche, ils ont une vertu fondamentale, c'est des lanceurs d'alerte sur l'échec du management contemporain. Et c'est pour ça qu'il ne faut certainement pas, en la matière, jeter le bébé avec l'eau du bain. Merci pour ces précisions. Effectivement, vous avez raison de le souligner. Et merci à vous deux pour ces éléments très complémentaires et ces regards très complémentaires que vous portez effectivement sur la souffrance au travail. Laurent Giraud, Oui. lorsqu'on parle souffrance au travail et individualisation, coopération, vous, quel est votre point de vue là-dessus? Alors, je partage pas mal d'idées qui ont été émises là par Daniel et François, et sans idéologie aucune. Moi, j'aime bien citer Karl Marx qui rappelle que le facteur capital et le facteur travail ont initialement des intérêts qui sont par nature incompatibles. Il faut le rappeler, et je pense que la souffrance du manager, elle vient principalement de là, c'est que le facteur capital, pour un petit peu exagéré, cherche à exploiter sa force de travail, tandis que le facteur travail, lui, cherche à optimiser voilà, son investissement lors de la production de tâches. Donc, les managers doivent en fait assurer, c'est ce qu'a dit Daniel, hein, des concessions voilà, de chaque côté. On cherche un terrain d'entente, au moins temporaire, pour assurer ce que François nomme la collaboration ou la coopération. Et je pense que la souffrance est telle aujourd'hui pour les managers et je pense aussi pour les salariés au travail qu'on a des réponses qui sont, vous l'avez dit, François, compensatoires, moi je dirais même proportionnelles à la souffrance perçue. Et Daniel, vous avez évoqué les Chief Happiness Officers. Moi, ce que je vois du côté des travaux de recherche et même les nôtres, hein, c'est qu'on s'intéresse de plus en plus à ce qu'on appelle par exemple la psychologie positive, ou même carrément, aujourd'hui, j'ai un étudiant en recherche qui a présenté son travail sur comment la méditation de pleine conscience permet aux individus de mieux réagir en période de changement organisationnel. Donc, on est sur des sujets qui quand même sont très polarisés, mais je pense qu'ils viennent s'équilibrer avec d'un côté voilà, une tension très forte et derrière une réponse qui est proportionnelle avec des concepts qui, je trouve, prennent de plus en plus de place. Alors, si on revenait sur des choses plus simples, hein, vous avez, Daniel et François, cité l'autonomie au travail. C'est vrai que la recherche suggère que ce qu'en en anglais on appelle le job crafting, donc le
façonnage de l'emploi, hein, cette capacité à définir comment et de quelle manière on travaille, au moins en partie, est associée à des attitudes positives au travail. Ça, c'est clair. Plus de bien-être, donc probablement derrière plus de performance, quelles que soient les formes de performance. Et je pense que parfois on est coincé dans des modèles de management, voilà, qui peut-être, comme l'a dit Daniel, sont archaïques, et on a provoqué par endroits un désengagement du travail que vous avez évoqué. Et là encore, je crois que ce désengagement de certains travailleurs vis-à-vis, de l'emploi est pas forcément souhaité, hein. Je pense que c'est, aussi imposé parfois parce que on a de l'autre côté, en même proportion parfois aussi, un désengagement des entreprises vis-à-vis des travailleurs. Et c'est une question qui est, pas souvent abordée. Et pour prendre un peu de recul et rester sur, cette influence économiste, aussi, on peut rappeler que la Grande-Bretagne, qui a abusé des contrats courts ces dernières années, vous savez que la Grande-Bretagne a quand même créé ce qu'on appelle le contrat 0 heure, où on vous garantit, 0 heure de travail. Ça se trouve, vous aurez 0, ça se trouve, vous aurez plus. On verra, ça va dépendre de nos besoins. 90 des contrats, par exemple chez McDonald's en Grande-Bretagne, sont des contrats à 0 heure. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a généralisé ces formes de contrats courts. C'est arrivé aussi en France, dans une autre mesure où les salariés, et je crois que c'est heureux, sont davantage protégés. Mais bref, la Grande-Bretagne s'est retrouvée en fait en 2016 à avoir un niveau de productivité qui est redescendu à celui de 1991. Et ça a été voilà, démontré et repris par, on va dire, le journal The Guardian, qui est plutôt fiable comme source d'information. Donc on voit que finalement, l'entreprise a commis des erreurs de par les tensions sur les marchés, hem, donc des produits et des services probablement, des styles de management qui ne se sont pas adaptés. Et pour répondre aussi à une question qu'on voit dans la discussion, et puisqu'on va y venir bientôt, sur les facteurs d'engagement et de satisfaction au travail, eh bien là encore, il s'agirait d'individualiser cette relation, voilà, aux talents qu'on souhaiterait fidéliser, qu'on souhaiterait, voir, on va dire, avoir plus de performance encore. Il y a, là-dessus plein de littérature qu'on va pas avoir le temps de citer, mais on sait qu'il y a, des facteurs, clés d'engagement au travail, hein, qui sont de l'ordre de l'affectif, du rationnel, mais aussi, du normatif également, et des facteurs de satisfaction au travail, hein, qui sont extrinsèques, ou intrinsèques. Donc extrinsèques à l'extérieur de la tâche elle-même, c'est-à-dire les conditions de travail, par exemple l'autonomie éventuelle, les possibilités de promotion. Et intrinsèque, un facteur intrinsèque de satisfaction, ça va être la nature, on va dire, du travail en soi. Est-ce qu'on est satisfait par le sens de nos missions, le sens de la réalisation d'une tâche, par exemple? OK. Et je profite, pour poursuivre là-dessus. Je sais que vous avez travaillé pas mal sur la notion de génération, Laurent Giraud, et en lien avec ce que vous évoquiez justement, est-ce qu'il y a un effet générationnel que vous avez pu constater, qui affecte particulièrement peut-être les managers et le management aujourd'hui? Ou est-ce que c'est une idée reçue? Alors, la recherche aujourd'hui, n'arrive pas à démontrer de manière certaine ce qu'on appelle un effet générationnel, c'est-à-dire s'assurer que les relations à l'emploi ont évolué seulement à cause d'une génération telle que définie par des dates de naissance, par exemple. Mmh. Ce qu'on peut appeler les Y, là encore, hein, personne n'est vraiment d'accord là-dessus, ceux qui seraient nés, voilà, autour des années, 80 jusqu'aux années 2000. Ça, c'est un effet génération, mais ce qu'on voit peut-être apparaître, c'est aussi ce qu'on appelle un effet, période. C'est-à-dire que les crises successives que vous avez évoquées, Christine, ont amené une relation à l'emploi qui est différente et qui va varier déjà selon les individus, selon les populations même. C'est-à-dire que la relation à l'emploi, ne serait-ce que déjà au télétravail, aux conditions de travail, le télétravail, ça peut concerner peut-être que 15 de la population. Tout le monde n'est pas en capacité d'avoir ce privilège, du télétravail déjà. Donc je pense qu'il y a, et je ne suis pas le seul, beaucoup de chercheurs pensent ça, et c'est les travaux encore qui apparaissent aujourd'hui, suggèrent qu'il y a davantage à trouver dans d'autres catégorisations que, la catégorisation générationnelle. C'est-à-dire plutôt dans les métiers, dans les profils, éventuellement les catégories socio-professionnelles, celles des parents. Voilà, là, on va trouver des éléments plus intéressants. L'effet génération, lui, reste encore à démontrer, contrairement à ce que la presse grand public tend à faire croire. Et ça, c'est assez intéressant, et on peut plutôt se poser la question de, pourquoi se poser autant la question de la génération par,
date de naissance, alors qu'il y a d'autres conceptions de la génération, par exemple, des travailleurs qui sont nés, pardon, justement, pas des travailleurs qui sont nés à la même période, mais des travailleurs qui sont entrés dans l'entreprise à la même période. C'est une forme de génération de travailleurs. Et pourtant, cette forme de génération tout aussi facile à mesurer et à étudier, finalement ne fait pas l'objet d'analyses, spécifiques. Donc, il y a probablement là encore, comme disait François tout à l'heure, des enjeux de pouvoir derrière ou on va dire, on va venir cacher derrière, le terme de génération d'autres problématiques plus profondes, Mmh. au niveau du travail et de relations de pouvoir, je crois. OK, très bien. François Dupuis, vous vouliez intervenir? Je Non, juste un mot globalement, moi je suis tout à fait d'accord avec Laurent là-dessus. En plus, dans la nature des études que l'on fait, comment dirais-je, méthodologiquement, elles ne sont pas faites pour faire ressortir ces effets. Alors, par définition, on ne les voit pas. La seule chose que moi j'ai remarqué dans les interviews que l'on fait, si vous prenez ce que vous avez appelé la génération Y, enfin, et encore une fois, moi je suis tout à fait de votre avis là-dessus sur cette catégorisation, etc. Mais les gens, grosso modo, nés à partir de 1980, il y a deux constats qu'ils font quelquefois au fur et à mesure des interviews, mais que je n'ai jamais cherché spécialement à interpréter. Le premier, c'est que l'état de crise leur paraît l'état naturel. Ce qui n'est pas l'état naturel, c'est l'état de non-crise. Mais ils disent toujours, ben, on est dans la crise, et si vous leur demandez, mais quelle crise au fait, il y a des moments où ils ne savent pas très bien définir dans quelle crise on est, mais enfin, on est dans une crise. Quoi non, voilà. Donc, c'est curieux de voir ça. Et puis, peut-être un deuxième effet identifié, c'est que, vous voyez, tout à l'heure, j'ai parlé progressivement de la détérioration du travail, hein, qui se détériore progressivement. Or, il y a une partie, que ce soit les Y, les Z, les machins, j'en sais rien, qui petit à petit a vu ses parents souffrir au travail. Ça nous ramène au thème de la souffrance. Petit à petit, ils les ont vus. Et matériellement, 50% des couples de cadres parisiens ont divorcé. C'est pas, enfin, le chiffre est énorme si on y réfléchit. Donc, ils ont vu les engueulades à la famille parce que moi je fais ça, toi tu fais ça, mais oui, mais etc. Et ça a conduit à une chose, sans doute, c'est que chez ces populations-là, encore une fois que moi je n'identifie pas un X, Y ou Z, ces populations, les attentes du travail au travail ne sont pas forcément les mêmes. Si je prends les baby-boomers, je les prends parce que j'en fais partie, donc il faut aussi parler de nous, n'est-ce pas, un petit peu. Quand on est arrivé, nous, sur le marché du travail, on nous a dit, ben, vous allez vous réaliser dans le travail. Et globalement, on l'a fait. Si vous prenez la génération des baby-boomers, quand Antoine Riboud disait « moi, je vais aller recruter mes RRH sur les barricades », c'était formidable. Il l'a fait. Il est allé chercher ses RRH. Il dit « voilà des petits gars qui sont motivés pour balancer des pavés. Il faut être motivé quand même. » Bon. Donc, il les a pris. Aujourd'hui, l'idée, vous allez vous réaliser dans le travail, est une idée que vous ne pouvez pas formuler de façon aussi simplette. Ouais, ça ne passera pas, ça ne passe pas dans cette population. Vous voyez, il n'y a pas longtemps, je vais essayer de ne pas citer, j'étudie une population qui est une population de techniciens dans une usine du nord de la France. Et quand j'interrogeais ces techniciens, qui pratiquaient des grèves à répétition. Donc l'entreprise, ça l'inquiétait jusqu'au moment où elle a dit on va faire une étude pour comprendre pourquoi. Et alors, je leur disais, dans l'interview, on leur disait, on avait notre guide d'entretien, est-ce que vous ne craignez pas, par vos grèves à répétition, que petit à petit l'entreprise décide de délocaliser, par exemple, etc. La réponse qu'ils faisaient, c'était, vous savez, de toute façon, un certain nombre d'entre nous vient du chômage, et beaucoup d'entre nous y retourneront. Donc, pour le moment, on prend ce qu'il y a à prendre et on verra bien après. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même perception du travail que sans doute on a pu avoir chez ceux, encore une fois, qu'on appelle les baby-boomers. oui, tu entends une forme de fatalité quelque part dans la façon qu'ils ont de percevoir. J'en profite pour rebondir auprès de Daniel. Quelle est votre perception à vous, Daniel, par rapport à cette question de génération?
Alors, par rapport à cette question de génération, effectivement, moi, j'ai pu enquêter et vu exactement la même chose que ce que François décrivait, c'est-à-dire des jeunes qui disaient à l'entreprise, très peu pour moi, j'ai entendu mes parents à table, ça va, ça me suffit, je les ai vus déprimer, prendre des médicaments, j'ai pas envie. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui, à mon avis, explique aussi l'attrait que peuvent avoir pas mal de jeunes pour l'ubérisation, l'auto-entrepreneuriat, le freelance, etc. Ne pas dépendre d'un chef, ne pas être coincé. Bon. Ça, je pense que c'est quelque chose qui existe, c'est une tendance certainement qu'on n'avait pas auparavant. Avec ce qu'on voit aussi un désintérêt de plus en plus important des jeunes pour la fonction publique. On le voit aussi au niveau des concours pour les professeurs et les instituteurs. Il y a trop peu de candidats par rapport au nombre de postes. Donc, il y a vraiment, non, tout ça évolue mal et on n'en veut pas. Il y a aussi, à mon avis, une autre tendance qui arrive. Alors, est-ce qu'elle va être réellement une tendance ou est-ce qu'on anticipe un peu, on surinterprète, mais ce sont des jeunes qui ont fait tout ce que leurs parents voulaient qu'ils fassent, c'est-à-dire ils ont fait les classes prépa, ils ont fait les grandes écoles, soit commerciales, soit de management, soit d'ingénieurs, et puis ils disent, eh bien non, on ne va pas aller dans les entreprises, on ne veut pas s'éclater en faisant des moteurs d'avion ou des moteurs de voiture ou de l'informatique qui consomment de l'énergie, etc. Nous, on veut faire quelque chose qui puisse contribuer à assurer la pérennité de l'humanité sur notre planète. Et on voit de façon étonnante des jeunes qui sortent des grandes écoles et qui vont alors soit se diriger vers des ONG et de l'humanitaire, où ils ne sont pas tellement mieux traités d'ailleurs. Il y a un problème de fonctionnement aussi des entreprises et de l'économie sociale et solidaire. Soit ils vont de façon autonome devenir boulangers, pâtissiers, en disant voilà, comme ça on va produire local, on va être autonome, on va faire du bio, donc on va pouvoir faire ce qu'on estime nécessaire et important pour l'avenir. Et d'ailleurs, il y a un livre qui est sorti sur les jeunes qui sortaient des grandes écoles et qui disaient non, notre avenir maintenant il est ailleurs. Comme on a vu aussi la déclaration des jeunes diplômés d'électro, je ne sais plus, Paris-Tech. voilà, c'est quelque chose où les jeunes affirment, à mon avis, c'est une manière différente d'envisager la notion de carrière. C'est-à-dire que voilà, c'est une carrière, si on commence dans une bonne entreprise, on continue, on monte, etc. Là, pour eux, une carrière, on se la construit en fonction, alors c'est là encore de nouveau François, je ne suis pas d'accord avec vous, des propres valeurs qu'on a. C'est-à-dire, ces valeurs sont tellement importantes pour les jeunes qu'ils vont déterminer le choix de leur emploi, de leur travail, de leur carrière en fonction de leurs valeurs. Alors ça, ce sont peut-être, c'est surtout les jeunes privilégiés qui peuvent se poser ce genre de questions et opposer ce genre de refus à la carrière qui leur est destinée. Mais ce sont des tendances. Alors, je dirais presque, si on voulait généraliser, bon, et faire des idéotypes comme Weber en faisait, on pourrait dire que les jeunes moins favorisés se tournent vers l'ubérisation, peut-être, ou enfin, comme ça, des choses beaucoup plus indépendantes, alors que les jeunes favorisés vont chercher un travail qui, pour eux, est un peu comme le colibri, une goutte qui sera versée dans une avancée pour la défense de l'humanité. Merci beaucoup pour cet élément et ça me fait rebondir sur la notion vraiment de management. Effectivement, nous, on a pu également constater qu'à travers les échanges qu'on a pu avoir avec des managers, il y en a qui commencent à accepter même l'idée d'abandonner la fonction managériale pour revenir à une fonction beaucoup plus opérationnelle. Et puis, dans les écoles également, de niveau à bac plus 5 dans les universités, beaucoup qui sont prédestinés a priori à prendre des fonctions managériales et qui reculent des cas de fer en anticipant une éventuelle souffrance dans leurs fonctions. Bien, écoutez, voilà, je vous propose d'arriver au terme de cette table ronde afin de ne pas déborder davantage, même si effectivement c'est absolument passionnant et on vous garderait des heures pour échanger. Déjà, je tiens à vous en remercier, à vous remercier de votre intervention, de vos réponses croisées et extrêmement complémentaires.
Et pour ma part, ce que je retiens en tout cas de cette intervention, c'est les éléments d'injonction qui sont liés aussi à l'histoire du management auquel sont soumis aujourd'hui les managers. Le fait qu'effectivement, il y a des éléments très paradoxaux qui caractérisent la fonction de manager. On vient d'en parler avec justement à la fois la nécessité de ses compétences opérationnelles qui légitiment et puis ses compétences intrinsèques. On a vu également la difficulté pour eux à gérer à la fois une organisation du travail qui va sur cette variable de coopération avec une individualisation du travail. Voilà, donc beaucoup d'éléments qui sont à mettre en balance et qui, à mon sens, soulignent bien la difficulté, en tout cas, de la fonction managériale dans l'entreprise et puis l'évolution aussi de cette fonction managériale avec les époques, même si on ne parle pas forcément de génération, mais en tout cas avec les impératifs et les pressions. Je parlais des pressions du marché au démarrage et vous en avez reparlé. Qui viennent appuyer vraiment sur ce positionnement des managers. Alors, j'ai plein d'autres questions, évidemment, en suspens et que j'aurais souhaité vous poser. Je vous propose qu'on s'arrête là et pour ma part, donc, au-delà de vous remercier et de remercier tous nos participants, je vous propose de vous laisser le mot de la fin, un mot, une phrase voilà, avec laquelle vous avez envie de repartir ou que vous avez envie de laisser à nos participants. Daniel. Oui, ben écoutez, comme je respecte beaucoup le travail, je voulais absolument vous féliciter pour votre animation que j'ai trouvée très, très stimulante. Voilà. Euh, Merci beaucoup, Daniel. Merci à vous. Et merci surtout de votre intervention, en tout cas, et de vos partages. Laurent, Oui, François, ben, pareil pour vous remercier, Christine, pour votre invitation, vous remercier Daniel, François, et puis voilà les participants qui sont encore là pour les interventions croisées, très riches, avec 1 heure et demie qui vient de passer sans même que je m'en rende compte, tellement il y avait des éléments denses, voilà, et passionnants. Merci pour ces échanges et c'est toujours agréable d'apprendre, voilà, et d'apprendre ensemble. merci, Laurent. François, Ça m'oblige malheureusement à répéter la même chose puisqu'on pense tous la même chose, c'est-à-dire qu'on vous remercie de votre invitation. Et moi, j'ai un remerciement particulier à adresser à la fois à Daniel et à Laurent, parce que c'est toujours très intéressant de débattre avec des gens intelligents et qui savent de quoi ils parlent. Donc, moi, je préfère ce genre de débat que ceux que je vois à la télé. Voilà. merci beaucoup. Et voilà, c'est d'autant plus une fierté pour moi qu'effectivement, voilà, c'est tous ces éléments d'expérience, d'expertise, vos travaux qui sont quelque part un peu résumés de façon très courte, certes, mais effectivement, merci pour ces interventions croisées. Je vais me permettre juste de partager, avant que nous nous quittions, quand même quelques références. Alors, voilà. Donc, quand même, j'invite nos participants à retrouver les ouvrages de nos 3 intervenants. Daniel Linhart avec votre dernier ouvrage, L'insoutenable subordination des salariés. François Dupuis avec le tome 3 de Lost in Management, On ne change pas les entreprises par décret. Et Laurent Giraud avec Conduire le changement en 70 schémas. Voilà, donc des ouvrages très récents puisqu'ils datent de 2021. Donc voilà, ça nous est très proche. Pour ma part, vous pouvez également nous retrouver sur askengate.com ou nous contacter directement et puis retrouver nos intervenants sur les réseaux sociaux. Alors Daniel, vous êtes un peu plus difficile à trouver. je n'ai pas de réseaux sociaux. Je n'ai pas pu vous taguer, c'était un peu frustrant. Néanmoins, vous retrouverez Laurent Giraud et François Dupuis sur LinkedIn et Facebook. Et puis, je vous renvoie vers la tribune de Laurent Giraud sur les générations en 2013. Et il y a plein d'autres, évidemment, plein d'autres articles, plein d'autres conférences que vous avez tenues. Et donc, j'invite, et je ne saurais trop inviter nos participants à poursuivre leur exploration de votre travail au-delà de cette table ronde. Voilà. Merci à vous en tout cas. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée et merci d'avoir accepté de déborder de ces quelques minutes et merci à nos participants pour leurs questions et leur présence pratiquement jusqu'au bout. Merci à vous tous.